الأصدقاء salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maradibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et autour de vous et surtout en vous y abonnant pour y être informé des dernières nouvelles et ceci en toute primeur. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 117e vidéo désormais vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chaque fois et à chacune de nos rencontres. Le CQFD de votre bled Maradibia se penche à nouveau sur ce dossier relatif à la crise entre l'Espagne et le Maroc, avec cette Algérie qui est toujours en embuscade, alors que le Maroc lève son veto sur l'ambassade d'Espagne à Rabat. Il va cependant engager dans cette affaire Pegasus un célèbre cabinet d'avocats pour des actions en justice dans ce royaume ibérique. En revanche, en ce qui concerne la partie traitant de la colonisation, un comité d'experts pour une justice dite transitionnelle entre le Maroc et cette même Espagne. Par ailleurs, d'un autre côté, le Polisario a mis du temps et a aussi mis du sien pour réagir au statut d'observateur accordé à Israël par l'Union africaine. Et bien évidemment, Alger a condamné la décision de l'Union africaine d'accorder à Israël ce statut, à l'organisation panafricaine, sans parvenir à renverser justement cette décision. Au sein de l'Union africaine, donc, la frivolité algérienne qui s'étale sur le devant de la scène agace au point d'assurer que la démarche de ce ministre des Affaires étrangères de cette Algérie présente un caractère de duperie mêlé de faiblesse dont une nation qui a son poids ne peut encore prendre son propre parti. Et en face à une troisième vague de l'épidémie de la Covid-19 qui frappe cette même Algérie de plein fouet. Les Algériens et Algériennes s'organisent tant bien que mal pour se prendre en main, vu que le régime qui brille par son inertie se les lave justement, créant ainsi une situation chaotique comme jamais auparavant dans l'histoire de ce pays, puisque ce pouvoir algérien ne se gêne nullement de détourner les aides de la diaspora, et de la diaspora kabyle en particulier. Donc du jamais vu partout ailleurs dans le monde. Et après cette petite introduction, reprenons, si vous le voulez bien, le sommaire de cette séquence, en commençant par ce Maroc qui lève finalement son veto sur l'ambassade d'Espagne à Rabat. En effet, le Maroc a effectivement levé son veto sur l'ambassade d'Espagne à Rabat, ce qu'indique El País, après que des représentants espagnols, dont le chargé d'affaires espagnol justement, un certain Borja Montesino, ont été invités à participer jeudi dernier à une visite du corps diplomatique étranger accrédité à Rabat
au siège de son service antiterroriste. Des représentants diplomatiques de 22 pays, dont les États-Unis, la Russie, le Canada et l'Arabie saoudite, ont participé à la visite du Bureau central d'investigation judiciaire, bras judiciaire de la Direction générale de la surveillance du territoire. Et ce Borja Montesino, à l'issue de la visite, a souligné l'importance de la coopération anti-terroriste entre les deux pays. Le geste de Rabat arrive après l'appel, entre guillemets, au calme et de la discrétion du ministre des Affaires étrangères espagnol, Sir José Manuel Alvarez, pour essayer de résoudre une crise qui avait culminé mi-mai dernier avec l'entrée de plus de 10 000 migrants à Ceuta. Le gouvernement marocain avait, ces derniers mois, exclu l'ambassade d'Espagne de ce type d'événement, comme la réunion tenue en juin dernier avec le président de la commission spéciale sur le modèle marocain de développement, ce fameux CSMD, au siège du ministère marocain des Affaires étrangères. L'Espagne, qui n'avait cependant jamais retiré son ambassadeur à Rabat, ce Ricardo Díez Holt-Schleitner, malgré le veto que lui opposait Rabat dans les actes publics. Le Maroc, en revanche, a rappelé, pour sa part, pour consultation, son ambassadrice à Madrid, Madame Karima Ben Aïch. Mais du côté de ce méga espionnage dit Pegasus, le Maroc va engager le cabinet Ernesto Díaz Bastien et Abogados, ce fameux EDBA, pour des actions en justice en Espagne. Donc le Maroc, à travers le cabinet d'avocats Ernesto Díaz Bastien et Abogados, SLP, EDBA, donc, va engager des actions en justice devant les tribunaux espagnols pour la publication et la diffusion répétée sur le territoire espagnol d'allégations mensongères, malveillantes et diffamatoires contre le royaume marocain, donc, et ce, en relation avec un prétendu espionnage illégal de citoyens espagnols. Le royaume du Maroc n'a jamais acquis ou utilisé le programme dit Pegasus, et les récentes informations publiées sur cette question sont fausses et malveillantes, précise samedi dernier un communiqué du cabinet d'avocats, car ceux qui prétendent le contraire devront en répondre devant la justice, fait observer la même source. Ces actions en Espagne interviennent après les procédures en diffamation déjà engagées par le Maroc en France contre Amnesty International, Forbidden Stories, Le Monde, Mediapart et Radio France, et en Allemagne également, à l'encontre de la société d'édition de journaux Süddeutsche Zeitung. En effet, le Maroc avait lancé le 22 juillet dernier une première procédure en diffamation contre Amnesty International et Forbidden Stories. Les deux organisations, à l'origine des accusations du Maroc d'infiltration des téléphones de plusieurs personnalités publiques, nationales et étrangères à travers le logiciel dit Pegasus. Et le 28 juillet dernier, le Maroc avait introduit auprès de la justice française de nouvelles citations directes en diffamation contre le quotidien Le Monde et son directeur Jérôme Fenoglio, le site d'information Mediapart et son patron Edoui Plenel et Radio France. Le 2 août dernier, le Maroc, représenté par son ambassadrice à Berlin, Madame Zohor Alaoui,
a déposé en Allemagne une demande d'injonction à l'encontre de la société d'édition de journaux Süddeutsche Zeitung pour allégation mensongère dans le cadre d'un reportage sur l'utilisation présumée du logiciel espion Pegasus par le Royaume du Maroc. Alors qu'en ce qui concerne le domaine de la colonisation, un comité d'experts pour une justice dite transitionnelle entre le Maroc et l'Espagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Par l'intermédiaire du Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix, ce fameux CMCDP a récemment proposé la constitution d'un comité d'experts justice transitionnelle entre États. Bien que la méthodologie de la structure soit conçue pour travailler principalement sur les problèmes internes des pays, le Centre a défendu l'application de celle-ci dans le cas de conflits dérivés des relations marocaines avec d'autres pays, dont l'Espagne, la France, la Mauritanie ou l'Algérie même, dans le cadre d'une approche régionale et interétatique. Cette démarche, concrétisée par la déclaration de Tanger, signée dans le cadre du colloque organisé par justement le CMCDP, dans cette ville les 18 et 19 février 2011, est aujourd'hui plus que jamais nécessaire compte tenu des désaccords vécus, notamment entre le Maroc et l'Espagne, lors du dernier mois, selon la déclaration du même CMDCP justement à ce sujet. L'organisation estime que les relations entre ces États est indéniablement liée aux relations coloniales vécues et dont les résidus n'ont encore résolu et ternissent en conséquence le présent et l'avenir commun. Et pour le Centre, c'est un timing opportun pour entreprendre un dialogue franc et serein sous l'égide justement de ce comité CMCDP. Et au regard du processus de réconciliation, en tout cas appelé comme ceci, la bataille d'Anoual n'est donc pas encore terminée. Est composée donc d'intellectuels, de sociologues et de militants des droits humains des deux rives de la Méditerranée. Le comité couvre les disciplines de l'histoire, du droit international, de la psychologie sociale et des droits humains. En plus des rencontres, des colloques nationaux et internationaux initiés par ce CMCDP, ou ayant connu sa participation sur 13 ans, la création du prix Mémoire commune pour la démocratie et la paix en 2016 s'inscrit dans ce même esprit, constituant un temps fort de chaque édition du Festival international du cinéma et de la mémoire commune organisé par le même centre. Il est donc décerné aux personnes ou associations qui ont accompli un travail remarquable pour promouvoir la paix et la réconciliation entre les peuples. Et en 2021, donc cette année, ce prix est à sa 10e édition, soutenu dès sa naissance par des personnalités politiques du Maroc et de l'Espagne. Il a notamment été décerné à Hossein Abbassi, alors secrétaire général de l'Union générale des travailleurs tunisiens, et prix Nobel de la paix en 2015 à juger Manuel Cervera, directeur de la Fondation Tres Culturas del Mediterráneo,
ou encore à l'ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, et à l'ancien président colombien Juan Manuel Santos, prix Nobel de la paix 2016. Alors, par ailleurs, que le Polisario accouche, mais vraiment douloureusement, face au statut d'observateur accordé à Israël par l'Union africaine. C'est ainsi que ce qui reste de ce front Polisario a réagi cette semaine au statut d'observateur accordé à Israël au sein de l'Union africaine. Près de 3 semaines après la décision et 2 après la réaction de cette Algérie, le mouvement séparatiste dit avoir pris note de la décision récemment rendue par le président de la Commission de l'Union africaine d'accepter l'accréditation d'un nouvel État observateur auprès de l'Union africaine, tout en rappelant les critères d'octroi du statut d'observateur et d'accréditation au sein de l'Union africaine et leur point insistant sur les buts et objectifs des États ou organisations non africains. Le Front fustige la décision de Moussa Faki Mohamed d'accepter l'accréditation d'Israël, prise au mépris total de l'intérêt suprême de l'Union, des opinions et préoccupations de ses États membres. Et dans un communiqué, le mouvement rappelle que plusieurs États membres de l'Union africaine ont exprimé leur opposition à la décision, sachant que l'Union africaine avait examiné et rejeté la demande du pays concerné en 2013, en 2015 et 2016. Et si le Polisario ne nomme pas Israël ici, il pointe le comportement agressif de l'État concerné, son occupation dite illégale continue des terres palestiniennes et arabes, ainsi que ses violations documentées des droits de l'homme dans les territoires palestiniens. La même source souligne que la position du Polisario sera communiquée à la Commission de l'Union africaine et aux autres organes politiques concernés de l'Union africaine. Donc. Et dimanche 25 juillet dernier, le ministère algérien des Affaires étrangères a également réagi de manière moins véhémente à l'octroi d'Israël du titre de membre observateur à l'Union africaine, en indiquant qu'il s'agit d'un non-événement. La récente décision n'est pas de nature à altérer le soutien constant et actif de l'organisation continentale à la juste cause palestinienne et son engagement envers la réalisation des droits nationaux inaliénables du peuple palestinien, y compris son droit à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds, Jérusalem, pour capitale, a-t-il ajouté. Mais Israël, en obtenant son statut d'observateur à l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères algérien, justement, ce Ramdan Lamamra, boit vraiment le calice jusqu'à la lie. En effet, un mois après son retour, celui qui était déjà chargé de la politique extérieure sous cette AB, fameuse initiale précédente, celle de AT, l'ancien président donc, qui n'ont fini plus de compter les camouflés qui les suit à chacune de ses sorties. Il serait actuellement 6 pays seulement à en vouloir mener la fronde contre l'Union africaine pour avoir entériné la décision d'accepter Israël comme membre observateur de l'Union, sans consultation préalable avec tous les pays membres.
Et ce ministre algérien des Affaires étrangères, ce Ramtan Lamamra, artisan de cette levée de bouclier, essuie son énième mécompte depuis l'échec de sa nomination comme envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye en 2020. Sa candidature lui est restée finalement à travers la gorge, puisqu'elle a été bloquée par Washington avec l'aval de plusieurs capitales arabes. Rappelons-le tout de même. Et pendant près de 3 ans, la Mamra a tenté en vain de convaincre les partis libyens d'unifier les institutions de l'État et d'organiser des élections en vue de mettre fin aux divisions dans le pays. Et cette fois-ci, il a échoué encore, purement et simplement. Dure déchéance tout de même, de celui qui était plusieurs fois ambassadeur et médiateur dans nombre de conflits africains, notamment au Libéria, sous les auspices des Nations Unies, donc de l'ONU et de l'Union africaine, cette UA. Israël a obtenu finalement le statut d'observateur à l'Union africaine qu'il réclamait depuis des années. Une victoire diplomatique pour l'État hébreu, aux grandes dames de l'Algérie et de ses rares alliés, qui se comptent même plus que sur les doigts d'une main. Israël, qui entretient des relations avec 46 pays africains, et pas des moindres, avec ce statut d'observateur au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, jusqu'à sa transformation en Union africaine en 2002. Et suite à la décision d'accréditation du représentant de l'État d'Israël auprès de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, tient à rappeler que cette décision relève de sa totale compétence sans être liée par une mesure préalable de procédure quelconque, apprend-on dans un communiqué publié par la Commission de l'Union le 7 août dernier. Cette décision a été prise sur la base du constat de la reconnaissance d'Israël et le rétablissement de relations diplomatiques avec lui par une majorité supérieure aux 2/3 des États membres de l'Union africaine et à la demande expresse d'un bon nombre de ceux-ci en ce sens, ce que mentionne Moussa Faki Mohamed. Le président de la Commission espère vivement que cette accréditation contribuera au renforcement du plaidoyer de l'Union africaine pour la réalisation du principe des 2 États et du rétablissement de la paix tant souhaitée entre les 2 États et les 2 peuples. Le même président de la Commission rappelle que les réserves exprimées par quelques États membres de l'Union africaine à cette décision justifient son intention de l'inscrire à l'ordre du jour du prochain Conseil exécutif. Et le langage tenu donc dans cette affaire par certains organes officieux algériens fut surtout remarqué à Addis Abeba et il ne pouvait pas y être oublié. Croyons refléter la pensée générale et comme tout miroir grossi, la reflétant avec des traits exagérés, indécents même, la diplomatie algérienne s'essayait à cette occasion à cette politique d'équivoque qu'elle présentait comme une politique d'équilibre. Étrange, étrange contradiction algérienne qui demandait à grands cris d'exclure Israël de l'Union africaine tout en la qualifiant de non-événement et d'un dépassement procédural et politique. Et donc, c'est dans ce constat d'échec, un échec total sur toute la ligne, que le régime kaki de cette Algérie
s'octroie le formidable élan de solidarité du peuple face à cette dame Covid dont les Algériens attendent impatiemment de recevoir des bouteilles d'oxygène. Oui, de recevoir tout simplement des bouteilles d'oxygène. Pas de l'État, non. Offertes par une entreprise privée, complètement privée. En effet, l'Algérie fait face à une flambée de la pandémie de cette dame Covid depuis le début de ce mois de juillet qui vient de s'écouler, ce qui a provoqué une hausse vertigineuse du nombre de décès et des contaminations. Cela prend des proportions inquiétantes en Algérie, d'autant plus que les hôpitaux du pays, qui souffrent devant l'afflux quotidien de malades, en augmentation exponentielle, ont plus des pénuries d'oxygène et des capacités d'accueil saturées, sont plus que dépassées, ce qui a provoqué la saturation des services Covid des établissements hospitaliers publics déstructurés et privés du strict minimum, du jamais vu. Force est de constater que la situation sanitaire en Algérie est des plus sombres pour ainsi dire. Mais bien plus que cela, ce qui inquiète les autorités du pays, si on peut l'appeler ainsi, c'est cet élan de solidarité extraordinaire dont font preuve les Algériennes et les Algériens depuis plusieurs semaines maintenant, et qui fait tant peur à un régime dépassé et qui s'obstine à ne pas prendre les décisions adéquates. En effet, des plateformes de la diaspora algérienne, de financement participatif jusqu'aux appels aux dons massivement circulent sur les réseaux sociaux. Les Algériens font preuve d'une participation citoyenne exceptionnelle pour venir en aide aux patients contaminés gravement atteints par cette dame Covid. Oxygène médical, moyens de protection, ambulances médicalisées, matériel médical, financement participatif. Les Algériens de l'étranger comme ceux de l'intérieur du pays consentent sans rechigner à de nombreux sacrifices afin de soulager leur pays d'une troisième vague qui pourrait être fatale au pays. Ce sens de civisme populaire, consenti massivement, effraie plus que jamais le régime algérien. Et cette solidarité citoyenne a dévoilé sans aucun doute l'absence de l'État, notamment dans certaines régions névralgiques, comme la Kabylie par exemple, à Tizi Ouzou, à Bijaya, alors que l'État n'a même pas été capable d'acheminer convenablement de l'oxygène médical aux centres de soins et hôpitaux publics. Les donateurs privés s'attellent à le fournir à leurs concitoyens et aux hôpitaux publics, justement. La diaspora algérienne à l'étranger a financé l'acquisition de 4 stations de production d'oxygène médical et des bienfaiteurs, oui, vous avez bien entendu, des bienfaiteurs beaucoup plus efficaces que l'État algérien qui s'obstine à leur mettre des bâtons dans les roues. Un acteur privé en Algérie a fait mieux que l'ensemble des institutions de l'État algérien en offrant, excusez du peu, 22 générateurs d'oxygène à plusieurs wilayas du pays. Ain Mouchent, Tipaza, Alger, Tizi Ouzou, Bouira, Bijaya, Stif, Skikda, El-Bouari, Qanchila, El-Marier, Djelfa et Bachar. Oui, vous avez entendu sur toutes ces régions-là. Donc on a fourni ce qu'on appelle des générateurs d'oxygène. Mais au-delà de cette
humiliation, disons-le, subie par cet athée. Athée, vous savez qui c'est quand même. C'est celui qui est censé être à la tête de l'État. Au nom, cet athée, au nom imprononçable, avec sa compagnie. C'est la transgression politique qui préoccupe ce régime algérien. Et le peuple algérien est en train de démontrer au monde entier sa capacité à l'autogestion, et notamment en Kabylie, où la forte diaspora algérienne à l'étranger, originaire de cette région, a fait parvenir des millions d'euros en un laps de temps aux populations, prouvant ainsi l'inutilité d'un système politique moribond qui pourtant est à la gouvernance de cette Algérie. Enfin, on dit qu'il est à la gouvernance de cette Algérie. Cela terrifie ces vieux caporaux d'Alger. Et pour cause, on peut y voir sans se tromper une menace pour ces derniers. Oui, une menace, en effet. Cette forme d'auto-organisation collective peut être transposée sur le plan politique et aboutir à l'édification d'un mouvement de protestation locale, voire nationale, dont le pouvoir algérien a tout à craindre en raison de ses capacités à promouvoir l'autonomie citoyenne hors des carcans de l'État, vieillissant, complètement vieillissant à Alger. Mais le régime kaki, pour tuer cette perspective politique, aura vite fait de trouver la parade à cette croisade en lui imposant un cadre restrictif et un processus de contrôle dans le seul but de réhabiliter ses propres institutions qui ont été mises sur la touche, tout simplement, par une population mûre et capable de s'auto-diriger. Il s'en est pris à cette dynamique citoyenne, avec un dispositif, disons-le, restrictif, oui, qu'il a imposé à l'encontre des donateurs qui envoient des aides médicales d'urgence, comme les concentrateurs d'oxygène médical. Et pour ce faire, l'ambassade d'Algérie en France a annoncé vendredi dernier que ces opérations de solidarité et de dons initiées par les membres de la diaspora algérienne sont désormais soumises à des autorisations étatiques en Algérie. Oui, des autorisations étatiques. Du jamais vu, oui, du jamais vu, puisque l'État veut tout contrôler ou tout détourner à son propre profit. C'est un way of life. On l'a vu avec l'aide de l'Union européenne aux populations sahraouies détournées au profit du régime. Le chemin pour la vie, oui, le chemin pour la vie. La générosité citoyenne est sous l'emprise de l'État. Et nul autre organisme qui relève de la société civile n'est apte à en découdre. Pire encore, pire, oui, les autorités algériennes imposent aux donateurs de remettre tous leurs dons et aides collectées à, vous savez à qui? À la pharmacie centrale, ce fameux PCH, seul et unique destinataire de dons. Bizarre, n'est-ce pas? Et vous avez dit bizarre. Il faut savoir que la PCH est une institution rongée par la corruption et les dysfonctionnements qui a été ébranlé par un immense scandale de détournement de fonds publics liés justement à cette PCH. On l'imagine, ces mesures ont suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux en Algérie. Et de cette initiative non singulière, dirions-nous, les dirigeants algériens veulent tout bonnement dynamiter la dynamique citoyenne et détourner cet élan de générosité qui démontre au quotidien la faillite sur tous les plans du régime algérien.
Et c'est ainsi, tout simplement, du monde que ce pouvoir algérien détourne donc des aides de la diaspora, et en particulièrement la diaspora kabyle, entre autres exemples. De plus, le honteux communiqué de l'ambassade d'Algérie en France est un coup d'arrêt à la mobilisation citoyenne kabyle qui lutte contre l'épidémie du Covid-19 en Kabylie. Incapable d'élaborer une quelconque stratégie sanitaire afin de faire face à une pandémie qui est en train de faire des ravages au nord du pays, comme partout d'ailleurs dans cette Algérie. Et le régime algérien, par la voix de son ambassadeur en France, ne trouve rien à faire que de tenter de manière indigne et scandaleuse de briser les efforts et le dévouement de milliers de Kabyles établis en France pour aider les leurs dans un contexte sanitaire désespérant. En effet, en décidence totale, avec un régime impitoyable qui ne les représente pas, ces Kabyles de la diaspora se sont très vite mobilisés en organisant des collectes d'argent et en tentant d'envoyer du matériel médical, générateurs, concentrateurs et extracteurs d'oxygène notamment, afin de pallier autant que possible à la faillite de l'État et son système de santé entièrement à l'abandon depuis des lustres, alors qu'on annonçait que c'était le meilleur de la région, si ce n'est de l'Afrique, peut-être que du monde aussi. Et les hôpitaux sont ainsi devenus des mouroirs, dénués de tout moyen et incapables de faire face aux malades de la Covid-19, dont beaucoup ne prennent même pas la peine d'aller à l'hôpital, tant ils savent n'avoir aucune chance d'y trouver des places ou des soins appropriés. Et face à cette rapide mobilisation des villages et des villes de Kabylie, ayant actionné un réflexe naturel ancré dans la culture kabyle de solidarité et d'entraide, le régime algérien tente d'en bloquer l'élan simplement. Un communiqué surréaliste publié par cette ambassade d'Algérie en France obligerait les généreux donateurs kabyles qui se sont auto-organisés. Oui, ils se sont auto-organisés par eux-mêmes, loin de tout parasitage des autorités officielles algériennes, à ne rien envoyer qui ne soit sous l'égide de celle-ci. Après avoir bloqué du matériel médical envoyé par diverses associations et personnes via les ports, les aéroports algériens, et après avoir tenté de ponctionner la moitié des dons de matériel qui y sont parvenus, les autorités algériennes, complètement effacées depuis des mois, veulent maintenant monopoliser la distribution des dons kabyles en les répartissant sur tout le territoire algérien. En d'autres termes, si les citoyens d'un village kabyle établi en France collectent de l'argent ou envoient du matériel médical pour sauver leur famille d'une mort certaine, les autorités algériennes en disposeront à leur guise et l'envoyer là où elles le veulent, loin de leur destination, même si elle est kabyle. C'est là une volonté manifeste de livrer la Kabylie à la mort, une attitude criminelle, de plus qui renforce la conviction du peuple kabyle à exercer son droit à l'autodétermination. Et on revient à ce fameux concept d'autodétermination tant revendiqué par ce peuple kabyle. Et nous dénonçons ce qui est dit par ce peuple énergiquement, ces pratiques complètement indignes et inacceptables.
et d'encourager leurs frères et sœurs kabyles à continuer de s'organiser partout où ils sont pour se prendre en charge, puisque la pandémie du coronavirus n'est pas terminée et d'autres vagues vont probablement arriver dans les mois à venir. Et les moyens de prévention les plus efficaces sont la distanciation sociale et les gestes de barrière. N'est-ce pas? Simple à dire, mais il faudrait le faire. Quant au débat sur le vaccin, il n'y a de toute façon pas suffisamment de doses pour tout le monde pour espérer une solution de ce côté-là. Pourquoi? Parce que moins de 2% de vaccinés à ce jour dans cette Algérie. La mobilisation doit continuer sur tous les plans, comme cela a été appris par leurs parents, par leurs ancêtres, et eux, de leurs parents, ces Kabyles, loin des circuits douteux et des manigances du régime algérien. Chacune et chacun doit se sentir concerné dans les circonstances douloureuses qu'ils vivent partout, avec pour s'en sortir, tous ensemble, tout en veillant à ne pas être les dindons de cette farce algérienne. La NAVAD, c'est-à-dire ce gouvernement provisoire de la Kabylie en exil, et le MAC, donc ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, appelle l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, l'Union européenne et l'Union africaine à intervenir pour que les autorités coloniales, oui, les autorités coloniales algériennes, cessent de bloquer les efforts citoyens des Kabyles pour lutter contre la Covid-19. Que ceux qui ont perdu un être cher dans cette terrible pandémie reçoivent toutes les condoléances les plus sincères, et celles et ceux qui se mobilisent justement encore, toujours, contre cette maladie reçoivent toutes les sincères félicitations. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin notre entrevue, même s'il est un tout petit peu plus long que d'habitude, tout en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir à travers ce qui fait débat ou ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, et surtout de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et un grand merci également pour tous vos commentaires que vous nous envoyez à propos de ces vidéos. Mais ne nous oubliez surtout pas, en nous aidant mutuellement, réciproquement, et d'aider votre chaîne Bled Maghribia en vous y abonnant, oui, en vous y abonnant, et de faire abonner vos proches, vos connaissances et partout où vous êtes pour recevoir rapidement les dernières nouvelles et surtout en primeur les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.